c'est que les États-Unis sont en train de devenir un pays émergent. Alors il y a des pays émergents qui sont très bien, hein. Oui, je veux dire, il n'y a pas de mépris par rapport à ça, mais c'est un constat qui se fonde sur quoi et puis du point de vue de l'investisseur, parce que quand même, je crois imaginer que les flux de capitaux vont encore s'investir massivement sur les États-Unis avant tout. Ça reste quand même la première puissance du monde. Quand on est investisseur et qu'on parle de marché émergent, la logique d'investissement est un peu différente. Alors, donc, c'est effectivement une phraseologie un petit peu provocative ou provocatrice, mais à dessein, j'ai dit pays émergent et pas pays en voie de développement. Donc, il y a quand même une nuance. Et c'est un pays qui ressemble un petit peu dans sa gouvernance à celui d'un pays émergent quand on reprend en fait l'ensemble des matrices de risque d'une personne, du professionnel en fait des pays émergents de Morgan Stanley qui s'appelle Ruchir Sharma, qui a développé dans un livre qui s'appelle Naissance et mort des nations, toutes les caractéristiques, en fait, donc Rise and Fall of Nations, toutes les caractéristiques qui permettent d'englober et de comprendre ou de définir ce qu'est un pays émergent. Et alors, donc, je trouve que ce schéma, il s'applique hyper bien, en fait, à la situation américaine. Donc, la polarisation, déjà, de la richesse. Donc, vous êtes, c'est pas un scoop, hein, mais vous avez 50% de la richesse américaine qui est détenue par 1% de la population, 70% qui est détenue par les 10 premiers % de la population. Donc vous êtes finalement en présence d'une société qui est extrêmement polarisée autour de ce sujet de la richesse, qui nourrit donc des confrontations, notamment sociales, qu'on a vues jusqu'à présent. Des institutions qui sont fragiles. Clairement, les institutions aujourd'hui sont attaquées par l'administration américaine depuis 4 ans et vont continuer à l'être. C'est-à-dire qu'on est quand même en présence d'un président américain qui conteste le résultat de l'élection qu'il a porté au pouvoir il y a 4 ans. Donc c'est déjà quelque chose d'assez un petit peu original, et en présence d'un président qui commence déjà à contester des élections qui n'ont pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'il parle déjà de fraude massive à l'avance et commence déjà effectivement à dire que les bulletins de vote, qui seront les bulletins de vote par correspondance ou les bulletins de vote papier et donc postés, ne seront pas comptés ou pris en compte dans le vote, et il parle déjà de fraude massive. Donc fragilisation des institutions, fragilisation de la politique, polarisation de la richesse, une devise qui semble s'affaiblir sous l'impact des... à long terme. Oui. À long terme, peut-être pas sur la séance d'aujourd'hui. On parle quand même sur le long terme. Ouais. Une devise qui a tendance à s'affaiblir sous l'impact des déficits budgétaires. Ouais. Et puis enfin, le protectionnisme. S'il y a bien un point commun entre les pays émergents et les USA, c'est la tentation du protectionnisme. Et on sait que si les Américains font le choix de Trump à nouveau, alors ça veut dire que quelque part ils font le choix à moyen terme du protectionnisme. Ce sera un choc qui pourra justement être assez préjudiciable à la stabilité des marchés financiers. Après, pour en revenir au choc de court terme, moi je pense que on disait à l'instant donc sur le plateau qu'il fallait absolument effectivement que soit voté le plan de relance. Oui. Moi je pense que c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans 1 mois, c'est tout de suite, et que la cause des 3 dernières semaines de baisse, c'est notamment parce que ce plan de on a compris qu'il serait pas voté. Il ne vient pas. Oui. Et on l'attend depuis le mois d'août schématiquement. Donc il y a encore une fenêtre de tir qui permet de le voter avant le 3 novembre. Vous y croyez encore? Nancy Pelosi, je pensais qu'on avait capitulé par rapport à cette idée-là. Nancy Pelosi, donc la porte-parole en fait des démocrates, s'est engagée à maintenir une séance en fait, le Congrès jusqu'au mois d'octobre inclus, afin de trouver une issue favorable. Donc je crois pas que tout soit encore perdu, d'autant plus qu'il ne s'agit pas tellement d'une bataille de chiffres, mais d'une bataille d'affectation des chiffres. C'est-à-dire que vous avez les républicains sont d'accord pour un plan. Ils ont même voté au Sénat un plan de 500 milliards. Sauf que ce plan n'a pas été revu à la Chambre. Donc il ne s'agit pas tellement de montants, même si d'un côté les démocrates veulent plutôt 2 milliards et les républicains plutôt 1 milliard. Mais il s'agit justement de cette différence au milieu. Donc c'est pas des milliards, ce sont des trillions. Un trillion de républicains, 2 trillions démocrates. Au milieu, vous avez une différence de 1 trillion. Et le sujet, c'est l'affectation de cette différence de 1 trillion. Et les démocrates demandent à ce qu'à minima 500 milliards soient affectés au déficit des villes et au déficit des États. Et vous savez que donc, dans la Constitution américaine, en fait, les États n'ont pas le droit d'être déficitaires. Donc le grand sujet, il est là. C'est est-ce que les républicains acceptent de signer
un chèque en blanc à des villes mal gérées, avec, entre guillemets, des démocrates, l'attaque facile, une attaque facile, c'est-à-dire mal gérée par des démocrates. Donc on comprend forcément les enjeux de pouvoir et le fait que l'économie soit prise un petit peu aujourd'hui en otage par ces enjeux typiquement politiciens. Je crois quand même que si les Républicains ne votent pas, ils perdent les élections. Si les démocrates ne votent pas, on le leur reprochera. Et donc il y a forcément un consensus qui sera trouvé sur une affectation moyenne afin de débloquer quand même cette situation, ce qui nous permettra de respirer. Après, vous avez d'autres sujets à court terme ou à moyen terme, mais qui rejoignent le fait que l'agence Fitch a downgradé les perspectives économiques et la note des États-Unis cet été. Et donc on rejoint le point du pays émergent, c'est-à-dire du pays qui s'affaiblit structurellement. Et ça, pour le long terme, pour l'investisseur, qu'est-ce que ça implique, Étienne ? Pour le long terme, alors ça a des conséquences déjà d'un point de vue, on va dire, de la perception. C'est-à-dire que normalement, les actifs américains, et notamment les treasuries américains, bénéficient en fait d'un statut de valeur refuge de référence. Et donc pour l'investisseur, si les treasuries américains ne servent plus de valeur refuge parce que cette valeur refuge est entachée d'un risque de crédit ou d'un risque de downgrade, eh bien quel est l'actif en fait de référence qui permet de stabiliser l'allocation d'un portefeuille diversifié quand vous êtes en présence d'un choc. Et là, clairement, on est en présence d'un choc aujourd'hui, qui est un choc de confiance. Les marchés baissent dans leur globalité, de manière uniforme, et les treasuries américains avec... On peut également rappeler que l'or, tout de suite, ne joue pas son rôle tampon pour le moment. Mais bon, il faut plutôt regarder la performance de l'or sur la durée afin de juger si oui ou non c'est le nouvel actif antifragile. Et je pense que c'est le cas. Ouais. Sur la situation de marché, Cyriac et puis Léa, bien sûr, est-ce que... Alors,